L'état d'exception déclaré en Bolivie par le président de centre-droit Rodrigo Paz, qui dénonce une tentative de coup d'État menée par le narcoterrorisme. La décision intervient après 6 semaines de protestations et de blocages routiers. Un accord venait pourtant d'être signé avec le principal syndicat du pays, la Centrale ouvrière bolivienne, qui avait annoncé la levée des mesures de pression visant à obtenir la démission du président. Au terme de l'accord, le gouvernement s'engage à ne pas privatiser les entreprises publiques. Plusieurs organisations syndicales maintiennent de leur côté leur mouvement de protestation. C'est le cas notamment des cultivateurs de coca du Chapar, le fief de l'ancien président Evo Morales. Une cinquantaine de barrages restent en place, c'est 2 fois moins qu'au plus fort du mouvement. Les barrages routiers à travers le pays ont entraîné des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant dans plusieurs villes, comme à La Paz. L'été n'a même pas encore officiellement commencé, mais l'Espagne se prépare déjà à l'une des premières grandes vagues de chaleur de l'année. À partir de ce dimanche 21 juin, le début de la saison, une masse d'air chaud et sec en provenance d'Afrique du Nord fait grimper les températures dans une grande partie du pays. Selon les prévisions, la Galice et la côte cantabrique pourraient atteindre les 38 degrés, tandis que dans certaines parties des vallées de l'Èbre, du Tage, du Guadiana et du Guadalquivir, les températures avoisineront les 40 degrés. Mais le mercure montera encore. Les experts indiquent que lundi et mardi seront les journées les plus extrêmes. Les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 25 degrés dans de nombreuses régions, rendant le sommeil difficile et certaines zones pourraient même avoisiner les 45 degrés. La chaleur sera particulièrement inhabituelle dans le nord de l'Espagne, où les températures pourraient être 10 à 15 degrés supérieures à la normale pour cette période de l'année. À partir de mardi, la vague de chaleur commence à s'atténuer, mais les températures élevées continueront de dominer une grande partie de la semaine prochaine. Des drones russes ont frappé jeudi soir 2 navires civils en mer Noire, tuant au moins une personne et en blessant 5 autres, annoncent les autorités ukrainiennes. Les navires touchés battent pavillon de Saint Kitts et Nevis et du Panama. Ces frappes sont survenues lors d'attaques russes d'ampleur pendant la nuit de jeudi à vendredi. Une frappe a notamment provoqué un incendie mortel sur un parking d'Odessa. D'autres attaques menées par des drones et des bombes guidées dans les régions du sud et de l'est ont fait plusieurs blessés parmi la population civile, touchant un minibus à Kherson et causant des dommages sur 40 habitations à Kharkiv. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les défenses locales avaient réussi à abattre 79 des 90 drones ennemis. C'est dans ce contexte que le président ukrainien a appelé les pays européens à accélérer la confiscation des avoirs russes et à augmenter l'aide financière à Kiev. L'Ukraine fait depuis 3 mois la preuve de sa capacité de frapper également en profondeur le territoire russe. Cette semaine, elle a mené une attaque aérienne de grande envergure sur la région de Moscou, touchant une raffinerie de pétrole. Et ce vendredi, les autorités russes ont fait état de nouvelles frappes sur la région de la capitale. Le cabinet du président du Conseil européen, Antonio Costa, a eu de brefs contacts diplomatiques avec un proche collaborateur du dirigeant russe Vladimir Poutine pour ouvrir des canaux de communication. C'est ce qu'a révélé cette semaine un responsable européen, alors que l'Union européenne s'interroge sur d'éventuelles discussions directes avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une décision que le principal intéressé a défendue ce vendredi. Selon lui, ces contacts devaient déterminer si les conditions étaient réunies pour la tenue de négociations de paix. Après plusieurs échanges, l'équipe du président du Conseil européen a finalement conclu que cette possibilité n'était pas viable à l'heure actuelle. Aucune explication claire n'a été fournie sur les motivations de la démarche d'Antonio Costa, qui a jusqu'à présent fait de l'unité européenne un thème central de sa présidence. Cette initiative s'est imposée dans les discussions du sommet européen qui s'est tenu cette semaine à Bruxelles. Jusqu'ici, l'Union européenne avait toujours adopté une position intransigeante contre toute négociation ou communication avec Moscou. Et au sein des 27, les avis sont mitigés. Certains considèrent que la décision d'Antonio Costa va dans le sens des intérêts de l'Union européenne, tandis que d'autres, comme la Pologne et les pays baltes, ont condamné cette initiative, estimant que ce n'était pas le bon moment pour nouer des relations avec la Russie. Ils lui ont également reproché d'avoir pris cette décision sans concertation préalable.